Alors, comme annoncé, le thème de notre première édition de ce forum est consacré à ces femmes du Maghreb qui changent le monde. Et à cette occasion, depuis tout à l'heure, nous avons traité des femmes qui militent pour une plus grande place à la culture et à l'art pour faire barrage à l'extrémisme. Nous avons parlé également de celles qui militent pour un meilleur avenir de la jeunesse maghrébine, mais aussi de celles qui sont engagées dans la défense des droits des femmes. Alors, nous allons parler à présent, s'il vous plaît, mesdames, on va commencer la séance. Donc, place à présent aux femmes que l'on voit souvent dans les journaux économiques ou encore dans les magazines de management, et que l'on met souvent en avant pour raconter leur success story, pour montrer les progrès réalisés dans leur contribution dans la croissance économique, mais aussi pour donner bonne conscience, pour certains, dans l'évolution de l'égalité des genres au travail dans les différents pays du Maghreb. Alors, ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est la partie immergée de l'iceberg, car pour en arriver là où elles sont aujourd'hui, ces femmes ont dû faire preuve de courage, elles ont dû faire preuve de persévérance, de ténacité, pour dépasser les blocages des coutumes et convaincre sur leur capacité à pouvoir porter, développer et réussir des projets qui étaient jusque-là portés par des hommes. Et c'est le sujet de cette table ronde, donc être une femme dans un monde d'hommes. Et nous avons invité pour cela deux femmes au profil bien différent. Nous avons invité Madame Lamia Merzouki. Donc vous êtes directrice générale adjointe de Casablanca Finance Authority, City Authority, donc au Maroc. Bienvenue. Je vous invite à prendre votre micro. Merci. Alors, Madame Semiat Nani, vous êtes directrice du crédit auprès d'Africa Invest et auparavant, vous étiez directrice générale de Paris Dauphine à Tunis. Bonjour. Bienvenue. On va d'abord commencer par le premier sujet, puis nous allons rencontrer nos deux autres intervenantes pour le sujet 2. Je vais me tourner d'abord vers Madame Merzouki. On va faire un petit partage d'expérience. Vous êtes aujourd'hui directrice générale adjointe de Casablanca Finance Authority, comme je l'ai dit, et vous représentez le Maroc dans un certain nombre de conférences de haut niveau. Comment est-ce que vous avez réussi à vous frayer ce chemin au sein du secteur financier qui est, faut le dire, encore au Maroc, qui est dominé par les hommes? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au HuffPost Maghreb pour l'invitation aujourd'hui. Alors en fait, effectivement, je travaille à Casa Finance City Authority, qui est une initiative gouvernementale qui a été lancée en 2010 par les autorités marocaines et qui vise à faire de Casablanca un hub économique et financier dédié à l'Afrique. C'est un projet passionnant que j'ai vu grandir et qui m'a fait grandir. Et avant cela, j'ai été amenée à occuper d'autres responsabilités, et notamment à être dans des comités exécutifs, à intégrer des comités exécutifs plutôt jeunes, vers 27 ans, et dans des comités où la moyenne d'âge était plutôt plus de 40 ans, et bien évidemment majoritairement masculine à plus de 80%. Et donc, quelque part, l'univers m'a mis face à des situations complexes, des situations où, vraiment, pour survivre, il fallait absolument travailler sur soi. Donc, c'était un peu ça que j'ai survécu au départ, parce que c'était compliqué, pour ensuite continuer à vivre et aujourd'hui à m'épanouir, on va dire. Donc, clairement, femme dans un monde d'hommes, aujourd'hui, c'est vraiment mon pain quotidien. Et je voudrais juste, avant de répondre à votre question, dire que, clairement, le plafond de verre dans les pays du Maghreb est particulièrement difficile à briser parce que l'inconscient collectif est pesant. Je pense que ça, on en a parlé tout à l'heure sur d'autres sujets. Mais je voudrais juste ressortir le Global Gender Gap Index qui a été publié par le World Economic Forum, qui est publié chaque année, et qui dit finalement que les pays qui sont à la traîne sont majoritairement musulmans. Alors, je ne vais pas faire de jugement là-dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a aussi des études qui sont en train de montrer la corrélation entre genre et religion. Voilà, sans forcément, encore une fois, donner de jugement, mais en tout cas, je pense que c'est plus l'application déviante de la religion qui aboutit à ce genre de résultats. Maintenant, comment j'en suis arrivée là ? Moi, j'aimerais partager avec vous quels sont les leviers qui m'ont permis, moi, d'évoluer et qui pourraient peut-être aider aussi d'autres femmes. Alors, à mon sens, il y a des leviers externes.
donc les leviers qui sont organisationnels. Donc on peut citer les seuils, les fameux quotas ou les seuils dans les instances dirigeantes. On peut citer l'aménagement du temps de travail. Moi, personnellement, l'aménagement du temps de travail m'a beaucoup aidée pour pouvoir rebondir dans ma carrière, parce que quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai demandé le temps partiel. C'était pas gagné d'avance parce que c'est pas du tout la pratique dans le secteur. Et finalement, j'ai pu convaincre mon directeur général, qui a fait preuve d'ouverture et qui est en fait très ouvert. Donc j'ai la chance d'avoir un directeur général qui est très ouvert. Et au-delà de ça, ce temps partiel est devenu une politique RH instaurée dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, ça a ouvert la voie pour les autres mamans, les jeunes mamans, qui peuvent aujourd'hui demander le temps partiel. Elles savent qu'elles ont l'option de travailler à temps partiel. Et au-delà de ça, il y a également la parité. Aujourd'hui, on est une société, une entreprise, une institution qui tient à avoir une parité 50-50, donc 50% de femmes et 50% d'hommes. Et là, je tiens encore une fois à rendre hommage à mon directeur général. Et je pense que, d'ailleurs, juste encore une petite digression, je pense qu'aujourd'hui, et notamment au Maghreb, on ne peut pas avancer sans les hommes. C'est eux qui ont le pouvoir, et donc c'est avec leur soutien et leur complicité qu'on va vraiment pouvoir avancer. Et donc, si jamais vous deviez faire une autre édition, ce serait bien d'intégrer également des hommes dans le panel, parce qu'on a besoin de leur soutien, c'est eux qui ont le pouvoir. Là, je parlais des leviers externes, mais il y a également des leviers internes, et pour moi, c'est le levier majeur. Le levier majeur, c'est un levier plus interne, qui est plus lié à nos croyances limitantes. Parce que partout dans le monde, et encore plus dans le monde arabo-musulman, les femmes intériorisent bon nombre de croyances limitantes qui proviennent de l'enfance, qui proviennent de leur peur, et donc du coup, aujourd'hui, on voit bien, elles ont peur de s'exposer, peur de prendre des coups par rapport à ça, peur de prendre le pouvoir, qui est encore connoté négativement, peur du coup de pas être une bonne maman ou pas être une épouse à la hauteur parce que trop investie dans son travail, et ainsi de suite. Et donc je pense que la première étape et la première responsabilité pour les femmes qui ont cette conscience-là, c'est de travailler sur elles-mêmes pour pouvoir porter toutes les autres, ou certaines autres en tout cas. Alors moi, pour ma part, ce travail-là, ce cheminement qui est un cheminement personnel, voire spirituel, m'a énormément aidé. C'est ce qui m'a aidé à même oser demander au départ le temps partiel, parce qu'il fallait être droit dans ses bottes et pouvoir demander ce temps partiel. Et c'est vrai que je l'ai fait pas à partir d'un lieu blessé ou à partir d'un lieu en rébellion ou en contradiction avec l'homme, mais plus à partir d'un lieu qui a confiance, qui a dépassé ses peurs. Et je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai obtenu. Alors, en quoi ce travail m'a aussi aidé? Il m'aide au quotidien à me sentir légitime dans pas mal de meetings où il y a surtout des hommes, et notamment dans les meetings où quelquefois les seuls détenteurs de la décision, ce sont les hommes. Et donc, il faut pouvoir garder son assertivité, avoir le courage d'exprimer ses opinions, et ainsi de suite. Il m'a aussi aidé, ce travail sur moi, à mieux gérer l'équilibre vie familiale et vie professionnelle. Parce que mine de rien, pour les femmes qui travaillent, c'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique, cet équilibre de vie. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée à ce que mon travail aujourd'hui soit un facteur d'épanouissement, y compris personnel. Parce que je l'appréhende comme... il me donne du matériel pour grandir, pour travailler sur moi et pour grandir. Et donc c'est comme ça que je l'appréhende, et même, je dirais, les proches, mes proches, mes enfants, mon mari, sont plus là aujourd'hui en tant que soutien et comme personne ressource que comme des gens qui vont réclamer ou revendiquer ma présence. Voilà, donc voilà comment ça m'a aidée. Est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez déjà ressenti l'impression, ou bien peut-être le besoin de devoir travailler peut-être 2 fois plus que vos collègues masculins pour pouvoir être, c'est-à-dire apprécié de votre hiérarchie et arriver à vos fins? Alors, je me suis jamais positionnée comme étant en compétition avec les hommes. Ça, c'est mon approche. Disons que je suis là pour travailler, pour donner le meilleur de moi-même.
Et en fait, le travail, je n'ai pas un objectif de développement de carrière, mais plus de développement personnel et de développement de mon pays. Et donc, ce que je fais le maximum quoi, pour ça. Donc, je ne suis pas en compétition. Ce n'est pas cette approche-là binaire, homme-femme. Donc, vous n'avez jamais ressenti le poids quelque part, peut-être d'être une femme dans un monde d'hommes carrément, c'est-à-dire que vous n'avez jamais ressenti le besoin de travailler 2 fois plus qu'un homme pour être visible par votre hiérarchie? J'ai ressenti le poids différemment dans d'autres situations, peut-être pas dans celle-ci, mais effectivement, il m'arrive d'être dans des réunions où, encore une fois, les seuls détenteurs de la décision, ce sont des hommes, et des hommes d'un certain âge en plus. Donc, quoi faire? Il faut d'abord lâcher prise, je pense, et pour pouvoir ensuite avoir le courage d'exprimer ses opinions. Déjà, ça, c'est déjà une bonne première étape. Alors, donc vous êtes dans le monde de la finance, et le monde de la finance a été traversé cette dernière décennie par de nombreuses crises. Comment est-ce que vous gérez les crises en interne? Est-ce que du fait que vous êtes une femme, vous avez une approche qui est différente de celle des hommes? Franchement, encore une fois, je ne voudrais pas être dogmatique en disant oui, les femmes ont une approche différente des hommes. C'est sûr que bon, aujourd'hui, vu que les femmes passent par la maternité, elles ont peut-être une sensibilité particulière, ça c'est sûr. Maintenant, je dirais, moi, comment je gère les crises. Encore une fois, je reviens au travail sur soi et le fait de lever ses propres barrières qui sont limitantes. Et comment gérer les crises. Aujourd'hui, pour moi, le plus difficile dans l'entreprise, c'est pas tant d'acquérir des compétences analytiques ou être dans le contenu opérationnel. Le plus difficile aujourd'hui en entreprise, c'est de gérer les femmes et les hommes. Parce que c'est des gens que vous n'avez pas forcément choisis. Et donc, vous devez gérer à la fois la complexité, annoncer des décisions difficiles, et ainsi de suite. Et donc, pour moi, le plus important, c'est encore une fois de se connaître. Parce qu'un manager, s'il ne se connaît pas lui-même, comment il peut gérer les hommes et encore plus les crises? Alors, est-ce que vous observez aujourd'hui des mesures institutionnelles qui encouragent les femmes au Maroc à pouvoir se hisser à des hauts postes de responsabilité? Alors, le Maroc fait des progrès, mais il a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on n'y est pas encore, et puis le Global Gender Gap Index le montre. Les dernières mesures qu'il y a eu, ça a été la nomination de femmes à des postes de dirigeantes, donc notamment, si je prends le secteur financier, la présidente de l'autorité des marchés financiers est aujourd'hui une femme depuis l'année dernière. On a également la présidente du dépositaire central et ainsi de suite. Donc il y a, disons qu'en ce moment, les femmes sont à l'honneur parce qu'on s'en rend bien compte qu'on a beaucoup de retard. Je dirais après, il y a eu quelques autres mesures, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. D'après vous, est-ce qu'il y a des blocages peut-être sociaux au Maroc et qui freinent de ce fait cette situation, c'est-à-dire le fait de nommer des femmes à de hauts postes de responsabilité? Comme je disais tout à l'heure, l'inconscient collectif est très pesant. Enfin, aujourd'hui, le pouvoir est quand même détenu par les hommes en majorité. Donc, blocages sociaux, culturels, traditionnels, clairement, oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de faire également donc, un travail sur vous-même. Est-ce que vous pouvez donner des conseils peut-être à l'audience? Alors, par rapport à mon propre cheminement, je vais vous décrire ce que je fais quotidiennement. En fait, j'ai une pratique quotidienne depuis une dizaine d'années. Je fais de la respiration et de la méditation tous les jours. Voilà, 1 heure le matin et 20 minutes le soir. Et c'est quelque chose qui me permet à court terme de lâcher prise et de purger, de purifier les émotions qui peuvent me traverser, et à plus long terme, d'avoir une meilleure clarté de ce que je vis,
les situations que je vis et d'avoir une meilleure connaissance de moi-même. Donc quand j'ai une situation justement où je suis parmi les hommes et qu'il faut vraiment une véritable sécurité ontologique et qu'il faut avoir dépassé cette peur, ben, je me dis mais comment j'aurais fait si j'avais pas fait tout ce travail sur moi? Franchement, je pense que je me serais tue ou alors je me serais conformée au modèle dominant qui est le modèle masculin. Parce qu'il faut savoir que, comme je pense tout le monde le sait, dans un groupe, si vous êtes en dessous des 30%, vous vous pliez forcément au groupe dominant. Et donc aujourd'hui, le courage qu'il faut avoir, c'est justement de faire ce travail sur soi pour pouvoir porter haut et fort ses opinions. Alors on va passer à Madame Tnani, on va écouter son expérience. Donc, comme Madame Merzouki, vous évoluez dans le métier de la finance également, qui est largement dominé par les hommes également en Tunisie. Alors, je rappelle que la société dans laquelle vous travaillez, donc Afrique Invest, est un des principaux gestionnaires de fonds d'investissement en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, et vous en êtes donc la directrice du crédit. On remarque encore en Tunisie, donc c'est ce que je disais, l'inégalité dans la présence des femmes dans les plus hauts postes de responsabilité, que ce soit dans l'administration, que ce soit au sein des partis politiques ou encore dans le monde des affaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de cet état de fait? Merci beaucoup. Alors, je pense que je vais rejoindre un peu l'avis de ma collègue et je pense que le plus gros problème vient du fait que les femmes se censurent. Parce que la maternité est considérée comme une longue maladie. Je dirais, pour le dire de manière un peu plus choquante, je pense qu'il est considéré comme une longue maladie par les hommes, mais également par les femmes. Et comment donner des postes de responsabilité à quelqu'un qui est atteint d'une longue maladie? Comment pouvez-vous lui donner cette confiance et savoir qu'il va faire de son mieux pour travailler dans l'entreprise et donc gérer et je pense que le réel problème est que les femmes se censurent et que les hommes ne font pas confiance aux femmes, sachant qu'elles vont devenir mères, donc avant même qu'elles ne soient mariées. Il m'est arrivé qu'on me demande dans des entretiens comment est-ce que j'allais agir le jour où je deviendrai mère. Est-ce que j'allais continuer à être aussi sérieuse, comme si ça pouvait être une question. Et les gens ne s'empêchent pas de se poser la question comment va réagir cette personne quand elle deviendra mère. Et je pense que les femmes n'osent pas. Et là encore, je vais parler d'une expérience personnelle, parce que moi j'ai été mère de 3 filles. Je suis maman de 3 filles. J'ai travaillé à la banque, dans une banque internationale pendant longtemps. Et les femmes, exactement comme la mienne, les femmes n'osaient pas demander, demander 6 mois d'allaitement. C'est-à-dire avoir 6 mois, pendant un mi-temps, pendant 6 mois, pour pouvoir allaiter son enfant. Et moi, j'ai osé le demander parce que je pense que j'ai assumé mon rôle de mère et que je n'ai pas considéré la grossesse ou la maternité comme étant une maladie. C'est quelque chose de normal que l'entreprise doit intégrer dans son mode de fonctionnement. Donc il ne s'agit pas d'une maladie, parce que quand je dis une maladie, je le pense réellement, parce que c'est la CNSS, c'est la Sécurité sociale qui nous paye nos salaires pendant les congés de maternité. Donc c'est une maladie. Alors moi, donc j'ai eu 3 enfants, j'ai demandé mes congés pour l'allaitement, en plus du congé de maternité. Et il y a eu une collègue qui est tombée enceinte après que je l'ai demandé. Elle ne l'a pas demandé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne demandes pas cet avantage? C'est important pour toi. Elle m'a dit, je suis désolée, je ne suis pas comme toi. Je n'ose pas. Donc les femmes se censurent malheureusement. Donc les hommes ne leur font pas confiance et les femmes se censurent. Donc il faut qu'il y ait une législation justement qui change la donne, qui donne cette confiance aux femmes pour qu'elles puissent justement imposer leur maternité comme étant un élément naturel. Les hommes qui travaillent ont leurs femmes. Ils sont très contents de voir leurs femmes se reposer quand elles ont leurs enfants, qu'elles s'occupent des enfants, mais ils n'arrivent pas à accepter de changer les règles dans l'entreprise pour pouvoir justement donner cette chance à ces femmes. Alors, est-ce que vous avez rencontré des obstacles au cours de votre carrière? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés avant d'arriver à ce niveau, en tout cas, de carrière? J'aimerais plutôt parler des choses qui m'ont poussée à le faire plutôt que les obstacles. C'est vrai qu'il y a des obstacles, mais chaque personne est différente, que ce soit un homme, une femme.
Je veux dire, on a tous des personnalités qui sont différentes. On peut ne pas être d'accord avec son supérieur. Donc, je ne sais pas si les obstacles sont réellement liés au fait d'être une femme. Bon, bien entendu, au-delà de la maternité, peut-être, qui représente le problème. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'autres obstacles. Est-ce que vous n'avez jamais rencontré peut-être de problèmes avec vos collègues masculins au niveau du travail, c'est-à-dire peut-être quelques envies de par votre poste ou peut-être des questions tout simplement de misogynie éventuellement au sein des entreprises? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Franchement, ça a été gentil. Peut-être de par mon caractère aussi, c'est qu'il ne se le permettait pas. C'est vrai qu'on m'a posé une question avant que je n'accepte ce travail, d'un Américain d'ailleurs, qui m'a demandé est-ce que j'étais prête à voyager toute seule. J'ai dit, enfin bon, c'est une drôle de question. Oui, bien sûr. Bon, non, j'ai demandé à tout hasard pour que vous soyez à l'aise. Non, franchement, pas moi. En tout cas, j'ai du répondant et en général, je ne les laisse pas me placer dans un corner, si j'ose dire. On va passer au deuxième sujet, donc il va s'intéresser à la microfinance et à son impact. Alors, Madame Asma Benhamida, vous êtes la directrice exécutive de l'organisation ENDA de financement des microprojets et vous opérez en Tunisie. Bienvenue à vous. Madame Nedia Salah Dilami, vous êtes la vice-présidente d'Al Amen Microfinance qui opère, elle, par contre, au Maroc. Alors, on va commencer avec Madame Benhamida. Donc, vous êtes, comme je l'ai dit, directrice exécutive de l'organisation ENDA, donc, qui est une organisation non gouvernementale qui est pionnière dans le secteur de la microfinance en Tunisie, où vous êtes installée depuis plus de 25 ans. À fin 2015, vous comptiez plus de 500 000 clients. Vous m'avez dit que vos chiffres avaient évolué. Vous allez pouvoir revenir sur cela. Est-ce que vous pouvez nous indiquer brièvement le bilan de votre intervention en Tunisie, notamment le volume de vos interventions, la taille et la nature des projets que vous financez? Je peux commencer d'abord par vous dire que ça marche. Vous m'avez invité parce que apparemment nous sommes les femmes qui changeons le monde. J'ai trouvé ça un peu ambitieux. Je voulais juste revenir sur un passé très lointain où j'étais jeune et je voulais changer le monde, mesdames. Je suis allée aux Nations Unies, jeune journaliste, et je croyais que j'allais changer le monde. Et j'ai déchanté parce que j'ai compris qu'en écrivant des articles, en parlant avec des diplomates, on n'allait pas changer le monde. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé de rentrer en Tunisie et de changer un petit quartier, un village. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Donc c'est juste pour remettre les choses à leur place. Nous n'allons pas changer le monde. Si nous pouvons changer le Maghreb, ce serait déjà formidable. Alors effectivement, moi je trouve que nous, les femmes maghrébines de mon époque en tous les cas, sans parler des plus jeunes, nous avons eu beaucoup de chance. Surtout les femmes tunisiennes, moi je me considère franchement avec beaucoup de chance en étant une femme tunisienne. Et tout ce que vous racontez là, elles n'ont même pas de problème. Moi j'en ai vu plein, en tant que femme, qui voulait s'imposer première femme journaliste aux États-Unis, aux Nations Unies, on m'a foutu à la porte. C'était pas facile. Alors aujourd'hui, je trouve ou bien les hommes sont devenus plus gentils, ou bien les femmes savent se battre. En tous les cas, moi, je voulais contribuer avec mon expérience pour aider d'autres femmes à se battre. Et c'est comme ça que j'ai créé avec mon mari anglais. Donc j'ai trimballé un mari anglais en Tunisie au bout de 12 ans d'absence. Et on s'est installé, on a voulu créer une ONG qui venait en aide, surtout pour la défense de l'environnement, mais surtout pour lutter contre la pauvreté. Et on a choisi un quartier, le plus gros quartier populaire en Tunisie, Haït Daman. Les ambitions donc se réduisaient, mais en fait, on a appris beaucoup de choses. L'appétit vient en mangeant. C'est à partir du moment où on a commencé à viser les jeunes, les enfants, et puis les mamans venaient, elles accompagnaient leurs enfants. Et puis on leur demandait, mais pourquoi vous ne travaillez pas? Pourquoi vous n'êtes pas active? Ah non, parce qu'on ne sait rien faire. Comment vous ne savez rien faire quand même?
savez coudre, vous savez tisser. Ah oui, 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 on sait. Mais pourquoi vous ne travaillez pas? Alors, j'ai oublié de vous dire que c'est un quartier quand même d'exode rural. Donc, ce sont des femmes rurales qui étaient des paysannes, des agricultrices, mais une fois à Tunis, dans les grandes villes, elles ne peuvent plus rien faire. Et au fait, la question, c'était « je n'ai pas accès à l'argent ». Et c'est comme ça que, quand j'étais dans l'autre vie journaliste, j'avais écrit sur la Grameen Bank, j'ai appris ce que c'est le microcrédit, je me suis dit « tiens, pourquoi pas ?» Et effectivement, nous avons testé le microcrédit et nous n'avons rien démontré d'autre, comme ma collègue va vous le dire aussi, que tout simplement, comme partout dans le monde, les femmes ont besoin d'accès au capital. Si on veut lutter contre la pauvreté, il faut donner l'accès au capital, à la formation, à l'information, au développement personnel, parce que les femmes n'attendent que ça. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai découvert que nous sommes les petites filles de Alice au Didon et que nous sommes pratiquement toutes entrepreneurs, mais que nous avions, justement, on a peur, on n'ose pas, il faut que quelqu'un nous pousse. Et le quelqu'un, ce n'est pas nos maris, ce n'est pas nos hommes, malheureusement, donc il faut qu'on se pousse nous-mêmes. Et c'est pour ça que, généralement, les ONG dirigées par des femmes ou commencées par des femmes ont plus une sensibilité pour la femme que les autres. Donc, vous m'avez demandé le bilan. Je rigole parce que nous avions commencé dans ce quartier avec 0 dinar. Et après, une association française que je remercie beaucoup, Emmaüs, nous a offert 20 000 $. Et aujourd'hui, nous avons quand même accordé 1 million d'euros. Attention, ma collègue va dire des chiffres plus élevés. Mais n'oubliez pas, c'est le Maroc. Là, on parle de la petite Tunisie, 11 millions d'habitants, un quartier de Tokyo, pas plus. Donc, nous avons touché 660 000 Tunisiennes et Tunisiens qui ont de petites activités. J'ai raconté aussi que nous sommes les filles de Alice, nous sommes entrepreneurs, mais quand j'ai débarqué dans ce quartier en 92 et j'ai commencé l'enquête, je ne voyais pas de femmes entrepreneurs. Je suis désolée, je suis encore vivante pour l'attester. L'entrepreneuriat, comme on le voit en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et en Asie, moi, je ne l'ai pas trouvé en Tunisie. Les femmes sont très actives, mais à l'intérieur de leur maison, dans l'espace familial. Et ce sont les maris qui se chargent de la commercialisation. Moi, ma mère faisait des tapis, des broderies, mais les tapis, elle ne les vendait pas. C'est un homme qui tapait à la porte pour prendre le tapis, pour aller se débrouiller, le vendre, et ensuite il lui ramène une misère. Et donc, effectivement, ce sont des choses qui m'ont frappée quand j'étais jeune, et je me suis dit, aujourd'hui, il faut que les femmes se débrouillent d'elles-mêmes. Et la grande surprise, c'est que les femmes étaient et ont démontré une grande force, un grand amour pour ce secteur, pour être entrepreneur, moyennant 100 €. Nous avons commencé à donner 100 € à des femmes. Et de 100 €, 2000 €, 3000 €, etc. Aujourd'hui, nous avons quand même 305 000 femmes et hommes en Tunisie qui ont actuellement des crédits de ENDA et qui ont commencé ou qui ont développé leurs projets. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est grâce à nous que si vous allez dans les quartiers pauvres de Tunis ou de Sousse ou de Sfax, vous allez trouver beaucoup de femmes entrepreneurs, mais elles sont là. Et pour moi, c'est une révolution entrepreneuriale féminine qui a existé grâce à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est tout ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est Bourguiba. Le premier facteur, c'est l'école. Il nous a envoyés à l'école. Nous avons été instruites, ou même celles qui sont moins instruites, elles ont des droits. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingrédients pour la femme tunisienne, en tous les cas, pour devenir entrepreneur. Il lui manquait ce petit quelque chose, ce petit coup de pouce. Et aujourd'hui, si vous demandez, parce qu'on a eu très chaud, on a eu peur après la révolution et l'arrivée des intégristes, quand j'ai vu les femmes voter pour Nada, j'ai eu très peur. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, l'entrepreneuriat, elles vont revenir à la maison. Eh bien, ce n'est pas le cas. Elles vous disent, non, nous, nos droits, jamais. Nous avons goûté à l'argent, nous avons goûté à la liberté, nous sommes des femmes entrepreneurs, nous décidons pour notre argent et nous n'allons jamais revenir à notre état d'avant. Donc moi, je crois que c'est du sûr et du dur, c'est en nous. Il faudrait aujourd'hui continuer à travailler là-dessus, à développer plus les capacités des femmes.
les capacités des jeunes, de leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 2e génération. Donc, on travaille avec les enfants de ces femmes qui, malheureusement, dans beaucoup de cas, ne réussissent pas l'école et qui se retrouvent au chômage. Ils font partie de cette armée de 800 000, 600 000 chômeurs en Tunisie après la Révolution. Et ces jeunes, l'État ne va pas leur donner de travail. Donc, il faut absolument les appuyer pour commencer de petites entreprises ou de micro-entreprises. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on travaille aussi avec les jeunes. On m'a dit qu'il faut parler que des femmes, mais moi, j'estime que les 2 piliers aujourd'hui de la Tunisie, si on veut vraiment sauver la Tunisie, ou en tous les cas l'économie tunisienne, parce qu'on nous accuse toujours de travailler avec le secteur informel, mais je vous dis, mesdames, que le secteur informel fait vivre toutes les familles. S'il n'y a pas le travail de ces femmes. Je ne sais pas si vous êtes allé à Tunis, si vous avez vu, ça doit être la même chose au Maroc, en Algérie, si vous avez vu le nombre de cafés pleins d'hommes, où les hommes ne travaillent pas, ils sont là en train de jouer aux cartes, excusez-moi messieurs, travailler, jouer aux cartes, boire du café, et que font les dames entre-temps? Elles travaillent. Donc, beaucoup de femmes m'ont accusé aussi pour me dire, oui, mais vous êtes en train d'augmenter le poids ou d'accroître le poids sur le dos des femmes. Oui, certes, ces femmes, elles ont des enfants, elles sont entrepreneurs, elles s'occupent de la maison, elles continuent à faire la vaisselle, à faire la cuisine, malheureusement, parce que les maris ne sont pas encore éduqués pour le faire, et elles sont fières de l'être. Quand je pose la question, est-ce que vous êtes malheureuse? Elles me disent non, on est bien, et on ne veut pas quitter ce statut. Donc, je pense que notre rôle, c'est vraiment un petit coup de pouce pour redonner à César ce qui appartient à César, à ces femmes entrepreneurs du Maghreb ou d'autres pays d'ailleurs, et je pense que c'est pas grand-chose parce que nous n'avons rien coûté au gouvernement, nous avons emprunté, donc nous avons eu des dons au début, nous avons emprunté et nous prêtons. Et la bonne nouvelle, c'est que ces femmes et ces hommes et ces jeunes remboursent presque à 100%. Alors, vous avez parlé des hommes dans les cafés et puis de leurs femmes qui travaillaient. Alors, comment est-ce que vous observez justement la relation de ces femmes avec leur famille avant et après être entrées dans l'entrepreneuriat? C'est une très belle histoire. Je suis désolée qu'il n'y ait pas de sociologues pour faire des études d'impact, pour filmer, pour montrer, parce que des fois, on ne peut pas montrer le bonheur. On ne peut pas le montrer sur le visage d'une femme. Ce n'est pas évident. Vous pouvez me donner tous les indicateurs, mais moi, je peux vous dire, une femme qui a de l'argent, qui décide de son argent, qui a une entreprise, c'est une femme fière, une femme heureuse. Alors, ce que nous avons remarqué, c'est depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous leur demandez, moi, ce que j'ai remarqué, parce que c'est moi qui faisais les enquêtes, j'ai observé beaucoup de tristesse et beaucoup de laisser-aller. Oui, je ne sais rien faire, je suis de négativisme. Et en fait, aujourd'hui, vous avez des femmes différentes devant vous, parce que les mêmes femmes, elles tapent sur la table et elles demandent, et elles disent c'est mon droit. Et donc, parce que je pense que dans l'outil microfinance, le microcrédit, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est en fait toute l'éducation que vous faites aux femmes pour leur dire vous êtes quelqu'un, vous êtes une citoyenne, vous êtes active, vous pouvez contribuer à l'économie, vous pouvez sortir, parce que les premières femmes, elles ont dû négocier avec les maris pour dire « S'il te plaît, je peux ouvrir une boutique, je mets le foulard ». Bon, on a accepté, nous, on s'est dit « Bon, tiens qu'à faire, c'est pas grave ». Donc, au début, il y avait beaucoup de balbutiements. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que l'argent fait le bonheur et tout le bonheur, mais quand même, c'est important. Quand vous décidez de votre sort, du sort de vos enfants, parce que ces femmes, moi j'ai vu... C'est-à-dire un instrument d'émancipation. Ah oui, ah oui. Parce que ces femmes peuvent envoyer... Moi, j'ai vu des femmes rêver d'envoyer leurs filles à l'université. Moi, j'ai donné des crédits à des femmes qui voulaient que leur fils devienne pilote. 5 000 dinars, j'ai fait... on ne donne pas 5 000 dinars à l'époque, mais je l'ai fait. Et le fils est devenu pilote. Et donc, c'est fantastique parce que dans le monde entier, on a pu montrer que quand vous donnez du crédit aux femmes, l'argent revient presque en totalité à la famille, la santé, l'éducation... Malheureusement, très peu au loisir de la femme, malheureusement, elle s'oublie. Alors que quand vous donnez à l'homme, il y a un risque. Je ne dis, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne donne pas aux hommes. Alors, j'ai posé la question dans les premières années, ça intéresse les hommes maintenant, j'ai posé la question aux femmes, est-ce que vous voulez qu'on ouvre pour les hommes? Et la réponse était automatique, oui, bien sûr.
Les hommes sont nos maris, nos fils. S'il vous plaît, donnez-leur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a quand même 30% d'hommes qui reçoivent des crédits. On fait la différence, mais je vais vous dire une chose, c'est la même chose. Le comportement est le même. Il y a des femmes qui ne remboursent pas, il y a des femmes qui peuvent mentir, qui peuvent faire un peu de corruption, et il y a des hommes. Donc c'est la même chose. Donc je crois que dans le comportement, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, je sens que quand on parle d'empowerment, d'émancipation, franchement, on peut le voir. Alors je vais vous dire quand même ce qui manque à tout ça. Nous avons beaucoup travaillé sur l'économique, sur le social, sur le développement personnel, mais nous n'avons pas pu travailler sur le politique. Et c'est ce qui manque aujourd'hui aux femmes, en tous les cas aux femmes tunisiennes que je connais. Je ne parle pas de nous, les intellectuels, parce que la politique est ouverte à tout le monde, mais malheureusement, aujourd'hui, quand on dit aux femmes « Est-ce que vous voulez vous présenter aux élections municipales ?» Elles disent « Non, je ne veux pas, j'ai peur. » Donc il y a un travail à faire, je pense qu'il faut 20 ans encore peut-être de travail pour l'émancipation politique de ces femmes. Ce qui est certain, comme je vous ai dit, l'émancipation économique, elle est là, et nous avons des chiffres, je vais vous éviter, si vous êtes intéressés, je peux vous envoyer les chiffres. On a l'impact sur la famille, sur les enfants, sur la santé des enfants et sur l'économie en général, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ces femmes contribuent à l'économie tunisienne beaucoup plus que des femmes entrepreneurs, parce que si vous mettez le nombre, attention, je dis bien le nombre. Alors j'ai oublié une autre catégorie de femmes, c'est les femmes agricultrices. Parce que la première fois, quand je suis allée voir à Boumerdès, près de Sousse, on m'a dit « Allez, venez, voilà, les hommes ont besoin de crédit. » Je ne sais pas qui m'a ramené. Et c'est bien, c'est parfait, on va vous donner des crédits. Mais qu'est-ce que vous faites? On fait de l'élevage. Je peux voir? Ils m'ont dit « Oui, on va vous ramener à la maison. » Eh bien, je suis allée à la maison. Mais qui s'occupe de la vache? Ben, c'est la femme. Elle dit « Pourquoi je vous donne le crédit à vous si c'est la femme qui s'occupe ?» Donc, c'est pour vous montrer que l'agriculture tunisienne aujourd'hui, elle est entre les mains des femmes. Et ces femmes, on les a ignorées pendant des années. Quand j'étais journaliste, je suis allée voir, poser les questions. On ne donne pas d'importance à la femme agricultrice et on ne lui donnait pas de crédit. Alors que c'est elle qui s'occupe, on ne lui donne pas de formation non plus, c'est elle qui s'occupe de la terre, c'est elle qui s'occupe du bétail. Donc aujourd'hui, depuis 2007, on a quelque chose comme 100 000 agropastoralistes, dont la moitié sont des femmes. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est aussi apporter le savoir, l'apprentissage aux femmes. Et aujourd'hui, on est en train, on balbutie encore, d'introduire la technologie, cette petite chose-là, qui est la tablette. Et ce serait formidable. Moi, j'attends encore de la technologie une autre révolution, parce que ça veut dire, nous avons 1500 employés. Les 1500 employés vont dans les ménages chaque jour. Et ça veut dire qu'on a la force de rentrer dans les ménages avec le savoir, la formation. Si on pouvait appliquer cela pour les bonnes choses, bien sûr, comme a dit quelqu'un ce matin, malheureusement, les réseaux sociaux, on peut les utiliser pour autre chose aussi. Donc, pour dire que pour compléter l'accès au capital, il faut absolument l'accès à la formation et à l'information. Merci. On va passer au témoignage de Madame Nedia Salah Dilami. Donc, je rappelle que vous êtes vice-présidente d'El-MN à Microfinance au Maroc. El-MN à Microfinance, donc, est une association à but non lucratif créée en 1997. Et El-MN donc intervient à travers une large gamme de produits financiers, comme le prêt individuel aux entreprises notamment, ou encore celui de l'amélioration du logement rural. À la fin 2015, El-MN a compté près d'1,5 million de clients. Ces chiffres ont dû évoluer également. Vous allez nous en parler. Est-ce que... C'est cumulatif. Hein, voilà. Pardon ? C'est cumulatif, ça, 20 millions, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur la naissance d'El-MN ? On a pris l'exemple tunisien, parce qu'ils ont 2 ans de plus. Alors, on a... D'abord, Alamana n'est pas la première créée au Maroc. La première, c'est Zakoura. Alamana est arrivée 6 mois après. J'ai participé aux 2. Et notre slogan, c'était « Ouais, en Tunisie, ils ont ça. Et nous, on ne l'a pas. » Voilà. Ça marche super avec les autorités marocaines. La jalousie. Formidable. Alors, quand on a... Zakoura est parti de son côté. Donc, mon collègue dans le groupe que je dirige est membre du conseil d'administration de Zakoura. Et nous sommes partis de notre côté avec Alamana. Un financement de l'USAID au départ, je ne me rappelle plus combien. Et on s'est cru malin
parce qu'on s'est dit, voyons, on va mettre dans nos statuts l'égalité homme-femme. C'était pour protéger les femmes. Qu'est-ce qu'on a été bêtes? Parce que la vie nous a montré que nos creditman, nos creditwomen, elles préfèrent vraiment prêter aux femmes parce que le taux de remboursement est meilleur. Donc maintenant, on est plombé par ce truc qu'on a dans les statuts, donc on est obligé de prêter autant aux hommes qu'aux femmes. Et c'est dans l'autre sens. Ben non, parce que sinon ça crie de tous les côtés, donc on ne peut pas changer ça. Mais il y a un écho. Dans le groupe, j'ai contribué à créer un groupe de presse. Nous avons une décision, une mesure qui protège les emplois masculins à compétences égales, parce que sinon l'entreprise se féminise. Ben oui, on a des quotas pour protéger les emplois masculins, parce que c'est pas génial, parce que c'est pénible. Hein, voilà. La finance, c'est pas comme la microfinance. Hein. Alors c'est vrai qu'on est gros. Hein. On est, pour vous donner un ordre de grandeur, on est 10 fois plus gros que la microfinance de la Caisse d'épargne en France, qui est le numéro 1 de la microfinance, et on est numéro 1 largement en Afrique et au Moyen-Orient. On a prêté 4 milliards d'euros sur 20 ans, ce qui fait plus que tout le budget d'éducation nationale. Et je passe sur ces chiffres. Enfin, ces derniers temps, au début, il y a 20 ans, on prêtait parfois 20 euros. 20 euros. Vous imaginez le coût de gestion de 20 euros? Colossal. Mais je vais vous raconter une histoire. C'est un mec, c'est pas une femme. La première agence de microcrédit qu'on a ouverte, c'était à Essaouira. Essaouira, aujourd'hui, est célèbre dans le monde entier pour ses festivals. Mais à cette époque-là, c'était la ville la plus pauvre du Maroc, dont le maire était l'homme le plus riche du Maroc. Bon, Dieu ait son âme, je ne vais pas en dire davantage. Okay. Donc je suis allée pour distribuer. La route était tellement mauvaise pour aller là-bas que à cette époque-là, c'était M. Gétou, qui est devenu après Premier ministre, et qui avait ses entrées partout au Maroc. Il avait obtenu le concours d'un hélicoptère de la gendarmerie pour aller ouvrir la première agence. Donc on est reçu en grande pompe par le gouverneur du coin, et les gens se taisent au fond de la salle. Les gens importants sont sur une grande estrade. Voilà. Et puis sur le côté, on a fait un banc où on distribuait donc l'équivalent de 200 euros, de 20 euros, 200 dirhams. Il y a un monsieur, j'ai là-bas en laine, on voyait qu'il s'était mis bien propre, il était au fond comme ça, j'avais repéré ce monsieur, et puis il passe le long comme ça, il prend ses 20 euros, et il ne savait pas signer. Donc il a hésité entre la croix ou le pouce, on a proposé l'un et l'autre. Et ben, il a fait les deux, l'un sur l'autre comme ça. Et puis on lui a donné son billet. Et alors je vais faire le geste parce que c'est trop beau. Il était plié comme ça. Il a sorti son capuchon. Hop, il a mis son billet dedans. Il s'est redressé. Il a salué tout le monde debout, droit, avec le regard droit. J'ai vu ce que pouvait être une dignité humaine. Dignité humaine. Ça ne... On me l'aurait raconté, je n'aurais pas cru. Je l'ai vu. Libre à vous de ne pas me croire, mais je l'ai vu, c'est comme ça. Il s'est redressé. Il s'est redressé pas parce qu'il avait reçu de l'argent. Il s'est redressé parce que cet argent, il le rendrait. C'est pas un don. C'est pas un don. La charité, ça nous fait plaisir à nous, les bobos. On est content, on le raconte aux copines, aux copains, etc. C'est pas pareil. Quand on a un rapport marchand et qu'on permet à quelqu'un de gagner son argent, mais attention, de gagner son indépendance, sa dignité, ce n'est pas des sous qu'il gagne. C'est des sentiments humains extrêmement forts. Et ça vaut le coup. Alors, chaque fois que je veux démissionner d'Alamana, on me rappelle ces choses-là, donc je ne peux pas démissionner. Bon, alors, ce qu'il faut dire, elle a travaillé avec ses sous à elle. Nous, alors on a une vieille organisation,
On n'arrive pas à la modifier parce que les islamistes sont au pouvoir depuis 7-8 ans et ont pression sur la société très forte. Donc on n'arrive pas à passer à la seconde étape qui nous permettrait de transformer l'association Alamana en banque. Donc nous sommes une ONG, ce qui fait que quand je vais au conseil d'administration, j'apporte mes 200 dirhams de cotisation. Hein, c'est le seul conseil d'administration où il faut payer. Il n'y a pas de jeton de présence, il faut payer. Et cette association nomme et gère et veille à la bonne marche de l'entreprise elle-même. Donc nous avons une association ONG qui dirige une entreprise. Alors, ça pose des problèmes, il ne faut pas que ça dure beaucoup encore, mais on a en face de nous des gens avec qui on a mené 2 combats. On en a gagné un, l'autre est en cours. Le premier combat, c'était être présent financièrement auprès des gens qui en avaient besoin. Je peux raconter encore une histoire ? Allez-y. Début des années 2000, on fait une enquête dans mon journal, et c'était une jeune femme qui s'était habillée avec une burqa, enfin, c'était pas encore la burqa à cette époque-là, et qui est allée faire de la mendicité devant une mosquée où on savait qu'il y avait beaucoup d'intégristes. Nous sommes au début des années 2000, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore pignon sur eux. Ils étaient tous un petit peu en dehors de la société, mais on sentait qu'ils montaient. Donc elle se met là, elle commence à mendier, et au bout de 3 jours, il y a une autre dame qui est venue la voir, habillée comme elle, qui est venue la voir, qui lui a récité quelques sourates très mal, dit-elle. Visiblement, elle n'avait jamais appris rien du tout. Et elle l'emmène voir un monsieur qu'elle a appelé un homme pieux. Cet homme pieux lui a donné un petit sac, c'était gros comme ça, de babioles. Alors, il y avait un petit bijou en coton, il y avait un Coran qui n'était même pas bien imprimé, il était grand comme ça, un Coran même pas bien imprimé, il y avait encore l'étiquette Made in Hong Kong. Ça devait être quelque chose qu'on devait porter au cou, des choses comme ça. On a pensé qu'il devait y en avoir à l'époque pour 50-90 dirhams, c'est-à-dire 5-8 euros. Le monsieur lui a dit, tu le vendras, je passe sur tu le vendras pour l'équivalent de 200 dirhams, c'est-à-dire 20 euros, et tu me rendras, je te fais l'avance, tu me rendras 20 euros, et puis tu me rendras à nouveau 20 autres euros pour que je puisse faire la charité à une autre personne. Du 100% d'intérêt. Pour des gens qui n'aiment pas le taux d'intérêt, c'est pas mal. Donc nous publions ça. Évidemment, ça fait un petit peu scandale, mais le ministère de l'Intérieur a dit « Mais non, vous exagérez, ça n'existe pas comme ça ». 2 ans plus tard, ça sautait partout. 45 morts, les attentats de Casablanca en 16 mai 2003. Le gouverneur de la Banque centrale, lui, a été beaucoup plus malin. Il a dit « Tu as le temps de venir déjeuner avec moi la semaine prochaine ?» Donc je vais à Rabat, parce qu'on a 2 capitales, l'économique et la politique. Lui, il était à Rabat, moi à Casa. Donc on se connaît depuis 40 ans. Et donc on déjeune dans son bureau, et il dit « Raconte-moi ces histoires ». Et c'est à partir de là qu'il a poussé les microcrédits. Les microcrédits, ça avait grandi un petit peu tout seul, là, comme ça, à côté. Il y en avait plusieurs, mais il les a poussés. Il a convaincu le gouvernement de l'époque de continuer à les pousser, et il a descendu, nous on était déjà très bas, mais pour les autres, il leur a permis de descendre le montant du prêt pour aller couvrir ces pauvres gens-là, à qui on donnait un faux Coran à vendre et à rendre 2 fois le prix de ce pauvre faux Coran, et monter au-dessus de ce qu'on prêtait. C'est-à-dire au-delà de 50 000 dirhams, monter jusqu'à 200 000 dirhams. C'est-à-dire au-delà de 5 000 euros jusqu'à 20 000 euros. Pourquoi ? Parce que nous avions un réseau islamiste qui essayait de mettre la main via l'argent, via l'endettement des pauvres gens et des pauvres jantes, surtout les femmes qui étaient leurs victimes, mettre la main par un surendettement que vous ne pouviez jamais rembourser. Et au-dessus, il s'était installé dans les réseaux de vente de poulets, d'élevage et de vente de poulets. Donc ça avait des besoins un peu supérieurs. Et entre nous, microcrédit, et le moment où les banques classiques commençaient à intervenir, il y avait ce trou. Et il s'était installé là.
Et donc, ils ont baissé le plancher des banques. Ils ont appelé les mini-banques, les banques populaires. Enfin, ils ont créé des spécialisations bancaires. Et à nous, ils nous ont permis de monter le cas échéant. Et en l'espace de 3 ou 4 ans, on a fait disparaître ces réseaux. Il n'y a pas eu d'affrontement direct. Et il y a eu des actions très malines. Bon, il y en a plein d'autres. Stratégique. Oui, stratégique, silencieusement, comme toujours au Maroc. Silencieusement. Quand on crie, c'est quand on veut faire comme les Tunisiens. On veut, nous aussi, nos microcrédits. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose, les microcrédits? Eh bien, on ne sait pas mesurer à quoi ça sert. Je peux vous donner... Parce que, comment dire que... Elle m'a prêté de l'argent, j'en ai fait quelque chose. Comment voulez-vous mesurer le fait qu'elle a amélioré mon sort? C'est des plans sur la comète, donc on ne peut pas mesurer ça. On le voit quand même parce qu'on a 4 millions de clients actifs en ce moment, et on le voit parce que ces gens nous empruntent 2,8 fois en moyenne. Et chaque fois, on voit que ça monte. Alamana occupe 50% du marché du microcrédit au Maroc. Donc ce qui se passe chez nous est significatif de ce qui se passe sur les microcrédits au Maroc. Donc, à chaque fois qu'ils reviennent nous emprunter de l'argent, ils nous en demandent plus. Et donc ça veut dire qu'ils ont des opportunités supérieures. Ça veut dire probablement qu'ils ont des gains supérieurs. Nous sommes arrivés à calculer que leur gain peut aller jusqu'à 70% au-delà de ce qu'on leur prête. Alors, il se passe un phénomène, le phénomène de la dignité, c'est quelque chose qui est humain, mais il y a aussi des phénomènes d'opportunité. Si je suis pauvre, oublié de la vie, oublié, méprisé par mes voisins, méprisé par la société qui m'abrite, que je trouve une opportunité qui me passe là sous le nez, il faut que je saisisse tout de suite. Et s'il n'y a personne qui est capable de me répondre dans la journée, voilà, ton argent, vas-y, achète tes poules, je ne les achèterai pas. Il y a une vente de laine de quelqu'un qui a renversé un camion, il y a un peu de laine pour faire des tapis, c'est tout de suite. C'est dans la journée. Et si je ne suis pas capable d'apporter cet argent à mon client dans la journée, je peux aller faire autre chose, c'est plus mon métier. Donc, donner la capacité de saisir une opportunité. Mettre le pied à l'étrier par cette capacité de saisir l'opportunité. Qu'est-ce qui veut dire? Ça veut dire quoi pour moi, l'agence de microcrédit? Ça veut dire que je dois avoir un système d'information colossalement développé et ultra rapide. Zakura, donc qui avait 6 mois de plus que nous, elle a failli mourir. Elle a été reprise habilement par une banque, en silence aussi, mais parce qu'elle n'avait pas un système d'information suffisamment rapide et suffisamment fin. Si le vendredi, en général les gens empruntent et rendent le vendredi, si le vendredi à 5 h de l'après-midi, je ne suis pas capable de m'apercevoir que dans un bled perdu au-delà de Ouarzazate, à 40 km de Ouarzazate, il y a quelqu'un qui n'a pas rapporté son petit bout d'argent pour rembourser, je vais faire s'effondrer le système. Parce qu'en plus, si quelqu'un ne rembourse pas, c'est super contagieux. Alors, entre parenthèses, nos hommes et nos femmes politiques, quand il y a une campagne électorale, qu'est-ce qui se passe chez nous? Les accidents de remboursement se multiplient. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire la campagne en disant « Votez pour moi, je vous assure, vous n'avez pas besoin de rendre ». Sur les dernières campagnes, on n'a pas fini de régler un problème à Ouarzazate encore. C'était une islamiste. Il nous reste 3 minutes. Oui, 3 minutes. Qu'est-ce que je peux raconter? Ah oui, l'inclusion. Je vais vous dire, si oui. Oui, puisque le client revient 2,8 fois avec une progression. Oui, parce qu'il y a l'indemnité, je rembourse. Votre oui, micro. Saisir l'opportunité, et ensuite développer la capacité à saisir les opportunités. C'est une histoire qui commence mais qui ne doit plus s'arrêter. Ensuite, grâce à la dignité et à l'arrêt de quelque chose qui s'appelle le mépris social. Le Maroc est un pays très marqué par le féodalisme. Je ne dis pas ça de manière méprisante. Le féodalisme est aussi une forme de solidarité. Ça marche dans les deux sens. Hein. Pardon de choquer les esprits français
qui ont fait la révolution contre le féodalisme et qui ne sont pas aperçus qu'ils avaient perdu la solidarité. Bon, excuse. Donc, le mépris, donner de l'argent à quelqu'un qui va pouvoir le rembourser, on passe aussi, on réduit les risques de mépris social qu'on a vis-à-vis des pauvres gens. On passe à un concept de gestion financière, enfin, concept, c'est un bien grand mot, ça n'a rien à voir avec Maroc Finance, hein. Mais apprendre à séparer l'argent de mon activité et l'argent de la maison, c'est quelque chose de très important pour le développement de ma famille. J'apprends à constituer une épargne moderne, ce qui ne s'est jamais fait. Je monétarise la région. Et aussi, alors nous avons développé ces toutes dernières années de nouveaux produits. On fait des transferts d'argent. Au début, moi, j'étais des administrateurs qui n'y croyaient pas. Eh bien, on en fait 400 000 par mois, des transferts d'argent, avec les smartphones. Génial. On a assuré nos clients. Alors, au début, c'était pour s'assurer nous-mêmes, comme les banquiers, vous font assurer pour être sûr qu'ils ne vont pas perdre leur argent. Et ça n'a pas marché. En revanche, ce qui a marché, c'est qu'avec 5 dirhams par mois, je crois, ou 8 dirhams par mois, c'est-à-dire 50 centimes d'euros, on peut avoir une couverture maladie en passant par Alamana et en étant client d'Alamana. On a pris en charge 1 300 000 personnes. 1 300 000 personnes. Nous sommes la plus grosse compagnie d'assurance, enfin, ce n'est pas nous qui faisons, gérons, il y a une compagnie d'assurance derrière, mais nous sommes le plus gros revendeur d'assurance du continent. Et qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ben, je réponds aux questions. Je pense qu'on va prendre uniquement 3 questions. S'il y a des questions dans la salle, on va en prendre uniquement 3, parce qu'on a la suite du forum à l'auditorium tout à l'heure au niveau -2. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc il y a madame. Est-ce qu'on a un micro? Voilà, madame. Bonsoir. C'était pour rebondir sur ce que vous avez dit. Excusez-moi, je ne me souviens pas de tous les noms là. Parce que j'ai fait une école de commerce. Madame Merzouki? Voilà, tout à fait. Parce que vous parliez, et une autre dame qui a parlé qu'il y a eu une facilité de son intégration dans la société par rapport à la misogynie des hommes. Mais je vous rassure, en France, c'est exactement pareil, hein. J'ai travaillé dans plusieurs domaines avec des ingénieurs, dans plusieurs domaines commerciaux. Ça nous rassure pas. Non, mais bon, je veux dire que malheureusement en France, c'est exactement pareil. Des fois, c'est plus sous-jacent. Donc ma question, c'est... Parce que j'ai une collègue qui était ingénieure dans le bâtiment, elle a dit qu'elle avait été chef et elle avait dit que c'était impossible d'être entendue. Des hommes de 50, 60 ans qui ne voulaient pas entendre qu'une femme soit chef et ils n'ont pas supporté, elle a dû démissionner. Je voulais savoir si, parce que ma génération, bon, on a plus grandi ensemble que la génération de mes parents où c'était séparé les femmes d'un côté et les hommes de l'autre dans l'éducation en France à une époque. Donc je voulais savoir si vous, parce que là vous parliez de l'intégration au niveau conseil d'administration, si les plus jeunes sont plus à l'écoute et ont plus sont moins misogynes ou pas, ou voilà, comment ça se passe. Est-ce qu'on a une autre question avant de répondre à madame? Non? Ah oui, monsieur. Monsieur au fond dans la salle. Bonsoir, c'est une question pour Madame Dilami. Merci pour la parité, parce que je suis un homme. Ce que je voulais vous demander, est-ce que les gens, des Marocains de l'extérieur qui habitent en Europe ou ailleurs, s'ils ont des projets pour le retour au pays, au Maroc, est-ce qu'ils peuvent venir ou avoir des microcrédits? Tout à fait. Mais êtes-vous sûr que c'est adapté à ce que vous voulez? Parce qu'en général, les RME qui rentrent ont des niveaux de projet beaucoup plus élevés. C'est plutôt pour la petite banque, ou même la banque normale, que pour nous. Mais bienvenue. Hein. C'était une question d'ordre général, oui. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, on va laisser donc, c'est Madame Matnani et Madame Merzouki répondre à Madame. Moi, je vais juste répondre. Effectivement, la nouvelle génération est beaucoup plus positive sur la position de la femme. Ça, c'est certain, parce qu'ils ont eu une éducation différente. Mais moi, je reste persuadée que s'il y a de la compétence
et s'il y a la volonté de se battre, parce que ce n'est pas facile, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et peut-être un peu plus pour les hommes. Mais si on a cette volonté de se battre, et si on assume sa féminité aussi dans le monde de l'entreprise, qu'on n'a pas peur, qu'on n'a pas honte d'être une femme, je pense qu'on peut y arriver. Mais c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, dans le sens où il faut avoir envie et il faut être prêt à mener des batailles. Je rejoins ce que vous dites, en fait. Et encore une fois, ça dépend de ce que vous projetez en tant que femme. Est-ce que vous projetez une femme qui est ancrée? Est-ce que vous êtes une femme ancrée, sûre d'elle, ou qui n'a pas encore pu dépasser ses peurs? Et ça va se voir et ça va se sentir. Donc, encore une fois, à mon sens, il faut d'abord prendre la responsabilité de travailler sur soi et de lever soi-même ses propres barrières et croyances limitantes. Merci mesdames pour vos témoignages. J'invite l'ensemble donc de la salle à nous rejoindre au niveau -2 pour la suite.